Oui, toute la journée, nous avons eu la chance d'avoir Cynthia Fleury avec nous, philosophe, psychanalyste. Cynthia, titulaire de la chaire de philosophie à l'hôpital Hôtel Dieu. Merci beaucoup. Oui. Alors, cette journée, comment l'avez-vous vécue? Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, j'attends que... Non, c'est bon. Écoutez, trois choses pour nous libérer et retrouver le beau temps qui est dehors. D'abord, je prends un verre d'eau, 2 secondes. C'est le moment de tousser, là. Alors, trois éléments par rapport à ce que j'ai entendu cette journée. Le premier, c'est pas une découverte, hein, mais hélas, c'est une confirmation à quel point nous subissons une maltraitance, comment dire, très forte, qui s'organise depuis, dans nos insuffisances familiales, bien sûr, souvent, mais qui, après, est un mode de fonctionnement institutionnel fort et qui s'appelle tout simplement les processus de normalisation, de rationalisation à outrance, de chosification, d'obligation à la performance, d'illusion du calcul. Et c'est vrai que plus je vieillis et moins je deviens capable de supporter cette bêtise fondamentale. Alors, moi, j'avoue que j'ai toujours du mal à rentrer dans un phénomène de qui est doué, pas doué, etc. Je ressens très peu les choses ainsi. Je parle rarement en termes de différence, je parle souvent en termes de singularité. Je ne sais pas ce que c'est qu'être différent. Je crois que chacun se sent à la fois même et autre. Voilà, et suivant les contextes qui sont les vôtres, suivant le fait qu'il y a plus ou moins d'amour, vous allez vous ressentir un autre aimé ou un autre pas aimé. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours peur des catégorisations de la normalisation et puis des catégorisations de la surnormalisation. Ça me fait tout aussi peur, donc je me tiens à distance de ça. En revanche, ce que je vois, ce sont ces mécanismes d'inhibition sociale. Ça, c'est très certain que nous mettons en œuvre dans toutes nos formes d'organisation sociale, mais nos mécanismes d'inhibition cognitive, c'est-à-dire le fait que très très tôt, on s'empêche de penser, on apprend à ne plus penser, on apprend à sélectionner des choses en disant ça c'est de la non-pensée, ça ne vaut pas la peine, et puis ça au contraire c'est ce qui est attendu. Et c'est vrai que voilà, comment travailler à créer à la fois des familles, des institutions, des individus qui résistent dans un premier temps à ces processus de normalisation, donc qui ont déjà la capacité, de les définir, 2, de les déconstruire, 3, d'inventer autre chose. Voilà, c'est ce qui me paraît être, en tout cas moi en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que psychanalyste, c'est vraiment mon travail de rendre capacitaire des individus. Et j'en viens à mon deuxième point, qui est que j'ai écrit un livre qui s'appelle Les Irremplaçables, j'ai écrit un livre qui s'appelle La fin du courage. Donc tout ce que vous disiez sur le courage, moi j'ai défendu le fait que le courage était le premier outil de protection du sujet. Premier outil de protection du sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui paraît être une tautologie et qui n'en est pas une, c'est qu'un sujet doit faire sujet. J'y suis pour rien, c'est comme ça, c'est le principe. Et donc si un sujet doit faire sujet, tout ce qui vient entraver ce processus de subjectivation, bien évidemment, va créer chez lui de l'érosion, dans le meilleur des cas, une dépression, dans le pire des cas, un passage à l'acte, soit contre lui-même de manière définitive, soit contre les autres. Et puis, sinon, vous avez tout cet univers de psychose ordinaire que nous voyons tous les jours, c'est-à-dire le phénomène de clivage où les gens se mettent en pilotage automatique pour supporter ce qui est précisément inacceptable en termes de vexation narcissique, en termes d'humiliation, en termes de ça. C'est des choses là très très petites, hein, ça va de la petite blessure narcissique, mais qui sans cesse est faite, qui sans cesse vient vous rappeler que vous n'êtes pas d'une certaine manière l'élu de cette société, etc., etc. Donc voilà, moi mon travail c'est de rappeler que
le courage, avant même d'être un outil de commandement, avant même d'être un outil de leadership, ce qu'il est un outil de protection et un outil de régulation des systèmes collectifs. Et quand j'ai voulu faire ce livre Les Irremplaçables, c'était précisément pour mettre à mal cette définition larvée que nous donne la société, à savoir que nous sommes remplaçables, que vraiment vous ou un autre, c'est pareil. Non, précisément pas, c'est pas pareil. Et l'état de droit, dans sa version néolibérale folle, dérégulée, en augmentant le taux de remplacement des individus, si je reprends la définition du législateur de ce qu'est l'obsolescence programmée, j'étais ravie de voir qu'il avait utilisé ce terme-là, augmenter le taux de remplacement de quelque chose. Bon, ben on fait la même chose tous les jours avec les êtres humains en provoquant ça, tout simplement. Ceux qui vont résister à ça, c'est ceux qui vont se cliver, et ceux qui vont tomber malades, ce sont ceux qui sont sains. Donc c'est quand même problématique, si vous voulez, que quand vous êtes en bonne santé mentale, vous tombez malade. Bien évidemment, c'est un signe de santé absolue, puisque votre corps et votre esprit disent non, alors que vous-même, bien sûr, dans un processus de rationalisation, vous dites oui, parce qu'il y a toujours une bonne raison pour dire oui. Bon, donc, et des mauvaises pléthores. Donc voilà, donc ça c'est notre travail, je pense, à nous tous, bien évidemment de repérer tous ceux qui sont dans cette dynamique d'individuation, de créer de créer des entités, des institutions qui accompagnent l'émergence de cette individuation. Et moi, ce qui m'intéresse plus précisément, c'est de lutter contre une école qui, au lieu de faire ce travail-là, produit des mécanismes clandestins, plus ou moins, de maltraitance non dite, mais qui quand même sont là pour empêcher une singularité d'émerger et d'être innovante. Voilà, donc ça c'était mon deuxième point sur cette idée de l'irremplaçabilité. Comme à un moment donné, je crois que c'était une des personnes ici qui a dit, mais voilà, il a mis le sentiment qu'il avait de lui-même, sa difficulté à être et en même temps sa joie aussi parfois à être ce qu'il était, il l'a mis au service de quelque chose dans un exercice de responsabilité. Moi, je crois que à la fois le souci de soi et le souci de l'état de droit sont matriciellement au même endroit. Je crois que plus on va vers le souci de soi, et plus on est apte à faire lien et à créer une cité et à participer du récit commun. Je pense même que c'est notre manière d'être égaux, notre manière d'être égaux au sens où chacun d'entre nous, nous pouvons transformer l'histoire collective. Et donc, il y a vraiment cette jonction très forte entre souci de soi et souci de l'état de droit. Troisième point, c'est pour vous parler de Philospital et de Hospifilo. En gros, depuis quelques mois maintenant, la PHP et l'Hôtel-Dieu plus spécifiquement, nous avons mis en place une chaire de philosophie à l'hôpital ouverte à tous, sur ce mode-là, c'est-à-dire très hybride, à la fois un service civique, à la fois une formation, chaire d'enseignement à l'attention bien évidemment de la formation initiale, des médecins, mais pas que, les infirmières, etc., tous les aides-soignants, tout le corps soignant. L'enjeu, c'était de dire la fonction soignante est en partage. Il n'y a pas d'un côté les soignants et les non-soignants. Il y a le fait que le soin est une relation holistique entre les uns et les autres. Et que, par exemple, à l'hôpital, ne va pas simplement une maladie sur ses petites pattes, mais à l'hôpital va un sujet malade. Et à partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas ne pas réintroduire de façon forte, offensive, structurelle et structurante les humanités. Et donc, la chaire de philosophie a pris place dans ce lieu hyper symbolique qu'est l'Hôtel-Dieu de Paris. Et vous connaissez tous le dernier parcours non pas de soins, mais très compliqué qu'a vécu l'Hôtel-Dieu. Donc c'était un signe fort de la part de la PHP aussi de remettre au cœur de Paris cette chaire de philosophie et qui va donc, je l'espère, essaimer
dans le monde, parce que j'espère qu'un jour on dira, voilà, French Hospital, les Français, en tout cas de manière, ils ont modélisé, parce que ici ou là, il existe des centres éthiques, etc. Mais là, c'est un tout petit peu différent. L'enjeu, c'est vraiment de dire, dorénavant, on ne pourra plus faire un hôpital sans la présence essentielle des humanités au cœur de l'hôpital, notamment dans le parcours, bien évidemment, de la formation initiale, donc de l'enseignement, mais bien évidemment au cœur de la pratique hospitalière. Et en un mot, alors je vous renvoie vers le site Chaire de philosophie Hôtel-Dieu. Si vous tapez ça sur Google, vous nous trouverez. Je vous vois en haut pour vous parler de Philospital, qui est tout simplement la continuation de cela, mais en partage avec le monde entier, puisque c'est ça l'enjeu, c'est que bien évidemment cette chose-là soit en partage. L'idée, c'est de soigner l'hôpital pour que lui-même devienne réellement un lieu du soin. Et puis donc en gros deux grandes dynamiques pour cette chaire. Une première dynamique qui est pensée par un conseil scientifique, qui pose une maquette pédagogique, qui fait des grands cours magistraux, des séminaires, enfin tout ce qu'on peut voir ailleurs. Vous allez à l'EHESS, vous avez ce type de séminaire, vous allez au Collège de France, ces grands cours magistraux, etc., qui seront, je l'espère, bien en place à partir de septembre. L'inauguration de la chaire est en juin. Et puis en revanche, quelque chose d'un tout petit peu plus pionnier, différent, plus pilote, c'est-à-dire que la chaire va dans les services hospitaliers à leur demande. Donc ici, je ne sais pas s'il y a des gens dans les services hospitaliers, mais à disposition nous sommes, et crée le module ad hoc demandé par les services hospitaliers pour leurs patients, pour les familles des patients, pour la fonction soignante, etc., etc. Et c'est cette jonction d'une double dynamique descendante et montante qui, j'espère, va donner lieu à un nouveau vécu du partage et de ce que c'est que la fonction soignante à l'heure d'aujourd'hui au XXIe siècle. Voilà. Donc en gros, je fais ça sur le chouchou, bon. Donc voilà. En tout cas, c'était une très belle journée. Ça, je tenais aussi à vous le dire. Et je me suis sentie, mais comme d'autres, je pense ici, en totale connivence. Hypersensibilité, je ne sais pas. Ce qui est certain, puisqu'une jeune femme, je ne sais plus, en tout cas une femme, pardon, je ne sais plus si c'était une jeune femme, pas jeune femme, enfin bref, dans ma tête, nécessairement juvénile, donc une jeune femme, a dit tout à l'heure, de toute façon, même quand ils pensent ne pas être hypersensibles, ils le sont parce qu'ils se blindent. Moi, je me souviens, enfant, très tôt, avoir pris cette décision terrible de fermer, parce que je ne pouvais pas. Ça débordait, c'était trop douloureux, et donc j'ai mis fondamentalement à distance. J'ai même oublié, alors peut-être que ça reviendra, mais je vois, donc je pense que j'étais de fait hypersensible et que je n'ai pas su faire avec ça. Et qu'il a fallu donc, d'une certaine manière, tuer ça. Et je pense que c'est une erreur, bien évidemment, et que nous, en tant que parents, nous ne pouvons pas faire du mal comme ça à nos enfants en les rendant hémiplégiques, alors qu'ils ne le sont pas au départ. Merci beaucoup, Cynthia Fleury. Voilà pour ce témoignage, ce retour et ce beau projet Philospital.